Bonjour Kautar. Bonjour Élise. Bienvenue, je te remercie infiniment d'avoir accepté de faire partie du parcours de formation 2082. Donc je vais te présenter très rapidement et puis après je vais te laisser te présenter parce que je trouve toujours ça beaucoup plus riche. Tu as une carrière internationale, tu as vraiment travaillé sur de nombreux continents et dans de nombreux pays. Tu as aussi une formation qui est très mathématique, très dans les sciences, même dans l'aspect informatique, dans les années 2010, qui était encore plus rare d'avoir des femmes dans ces thématiques à l'époque. Et tu as eu une carrière vraiment époustouflante pendant bien 10-20 ans dans une grande entreprise avant de faire le choix justement de toi aussi aider les femmes et de devenir coach. Tu nous expliqueras peut-être ce choix. Donc, c'est des choix courageux et je pense que ce que tu essayes de transmettre aussi aux femmes que tu coaches, c'est le courage, souvent. Ce que j'ai aimé, et c'est pour ça que je t'ai demandé de faire partie du parcours de formation, c'est aussi à quel point tu n'hésites pas à rentrer dans les tabous et à dire parfois aussi que ce n'est pas toujours aux femmes de s'adapter, mais à l'environnement de s'adapter aussi à la manière de travailler des femmes. Donc, je te remercie d'être parmi les petites fées qui vont aider nos adhérentes à se former à la négociation. Et je suis sûre que ton parcours, ton témoignage et aussi le témoignage des gens que tu as coachés va les aider. Je te laisse te présenter sur cette petite introduction, mais merci encore. Merci à toi Élise pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, je m'appelle Kautar Trojette. Aujourd'hui, je suis coach exécutif. Je travaille essentiellement avec des femmes qui sont cadres et dirigeantes et je les accompagne à progresser dans leur carrière tout en menant une vie épanouissante. J'ai un parcours, pardon. Non, mais génial. J'ai un parcours initialement très scientifique, donc j'ai fait le parcours classique de la bonne élève, une prépa scientifique parisienne, une école d'ingénieur, et de là, je suis partie à l'aventure. J'avais vraiment soif de voyager, donc j'ai embarqué pour la Colombie au sein d'un grand groupe international et j'ai parcouru, j'ai travaillé dans 5 pays, je crois, Colombie, Royaume-Uni. J'avais fait mon stage en France, puis après, je suis allée travailler en Inde aussi. Et j'ai eu donc un parcours international en tant qu'ingénieur, manager. Et au bout d'un certain temps, j'ai voulu, au sein de mon entreprise, donc qui était complètement dominée par les hommes, grand groupe technologique, j'ai voulu aider les femmes de l'entreprise à progresser dans leur carrière. Et ça a été ça, je dirais, le premier déclic, le premier pas vers le coaching. De mon côté, j'étais habituée, entre guillemets, à être différente parce que je suis arabe, ça se voit. J'ai toujours été différente dans toutes les étapes de ma vie, soit parce que j'étais arabe, soit parce que j'étais femme, soit parce que j'étais bonne élève. Et petit à petit, j'ai dû m'habituer à me suradapter à mon environnement. Et donc, je pense que j'ai développé des capacités qui m'aident à m'adapter, à voir ce qui ne va pas, à voir les choses que d'autres personnes ne voient pas, à comprendre ce qui est de mon ressort ou ce qui ne l'est pas. Et j'ai vraiment voulu aider d'autres femmes en leur donnant les outils pour réaliser que non, ce n'est pas dans ma tête, ce n'est pas parce que je suis bizarre ou pas normale. Il y a vraiment des trucs qui se passent qui sont là pour toutes les autres femmes. Il y a des choses que moi, je peux faire de mon côté, et puis il y a des choses sur lesquelles on doit travailler ensemble avec les femmes, avec les hommes aussi, pour les faire évoluer. Génial. Et donc, tu as décidé de devenir coach au début dans l'entreprise, un peu de manière invisible, peut-être, et après, tu es devenue coach officiellement. C'est ça, exactement. Donc, au départ, je me suis investie dans ce réseau féminin au sein de mon entreprise. Donc, ce réseau comptait à peu près 7000 membres. Et notre rôle, c'était officiellement de mettre en place des activités pour développer les talents féminins, pour les aider à franchir les barrières existantes pour développer leur carrière. C'était aussi travailler avec les RH pour mettre en place des politiques qui soient beaucoup plus en adéquation avec la progression des femmes au sein de l'entreprise, qui était un grand objectif pour cette entreprise. Et c'est le cas pour énormément d'entreprises, en fait. Et un peu plus informellement,
on était vraiment le point de ralliement, c'est-à-dire que dès qu'une femme avait un problème là où elle travaillait, on était le premier point de contact pour nous parler de ces problématiques et nous, pour l'aider et pour pouvoir lui apporter le soutien nécessaire par le biais des RH ou par le biais juste d'une écoute bienveillante ou de l'aider tactiquement et pratiquement. Non, mais ça, c'est très important dans les entreprises. Ça fait des cocons un peu où échanger de manière bienveillante. Et je pense que c'est très important de continuer et de pousser parce que ça peut permettre aussi des transmissions intergénérationnelles et de se donner aussi des tips. Et surtout, ce que tu décris qui est très important, de se dire, c'est pas moi qui suis anormale en fait. Si je ressens que je suis un peu l'alien ou en tout cas pas du tout dans une place où je me sens pas tout à fait à ma place, c'est que l'environnement fait aussi que je ne me sens pas à ma place. Donc, je pense que ça, c'est important. Et j'aimerais bien que tu reviennes. Donc, la thématique du jour que je souhaitais aborder avec toi, c'est pas tellement le sujet négociation qui fait partie du parcours, mais c'est vraiment tous ces syndromes dont on entend parler tout le temps, mais dont on ne sait pas du tout comment se débarrasser. Et je pense qu'il n'y a aucune d'entre nous qui sait totalement se débarrasser de ces syndromes, de l'imposteur, de la bonne élève, et puis tous les biais aussi de l'environnement qui participent à faire que la femme, finalement, n'a pas les codes parfois pour gagner, entre guillemets, et n'a pas non plus à une telle bataille intérieure, si tu veux, que il y a beaucoup d'énergie qui passe dans ce sujet-là et qui derrière n'est pas utilisée pour mettre de l'énergie pour avoir un nouvel allié qui va vous aider à avoir la promotion que vous voulez, je sais pas, se mettre en avant, se forcer à se mettre en avant. Donc voilà, moi j'aimerais que tu reviennes sur ce que tu as dit du syndrome un peu de la bonne élève. Moi j'ai aussi ce syndrome-là et quand j'interroge toutes les femmes autour de moi, beaucoup de femmes autour de moi, elles ont ce syndrome. J'aimerais que tu reviennes sur le syndrome de la bonne élève. On en entend beaucoup parler. Et est-ce que toi, avec les personnes que tu coaches, tu trouves des moyens, en fait, de les faire sortir de ce carcan? D'accord. Tu veux qu'on parle du syndrome de la bonne élève et du syndrome de l'imposteur? Oui, je veux qu'on commence par le syndrome de la bonne élève. D'accord. Alors, le syndrome de la bonne élève, c'est quoi? C'est cette idée que on a des consignes, il faut qu'on les respecte. Et si on les respecte, on sera récompensé. Voilà. Alors, ça s'appelle syndrome, mais c'est absolument pas une pathologie. C'est comme le syndrome de l'imposteur, c'est pas du tout des pathologies, c'est pas des maladies, c'est des conditionnements qui vont avoir lieu de façon prédominante dans l'enfance. Et le syndrome de la bonne élève, il a énormément de qualités. Il fait que les filles, de manière générale, il me semble qu'il y a un écart, je ne connais plus le pourcentage exact, mais je pourrais te le redonner, réussissent mieux les examens, toute leur scolarité que les garçons. Il y a un écart, je crois, d'une dizaine de pourcents entre le nombre de femmes diplômées versus le nombre d'hommes diplômés, et ce, dans la majorité des pays du monde. Donc, globalement, ça a des effets positifs. Ça a l'effet d'avoir mené d'un monde où il y avait un fort taux d'analphabétisation des femmes, d'avoir rattrapé ce gap et de l'avoir dépassé. Aujourd'hui, les femmes sont plus diplômées globalement que les hommes. Maintenant, le problème, c'est que ces femmes qui sont très adaptées au mode scolaire arrivent sur un monde du travail qui ne respecte pas les mêmes règles du jeu. Exactement. On n'est plus du tout dans si tu remplis la liste, le contrat, tu seras récompensé. Il y a des contrats tacites, il y a des règles tacites que les femmes ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. La négociation, c'en est une. Donc, comment dépasser ce syndrome de la bonne élève? Premièrement, en élicitant ce qui est tacite, en comprenant les règles du jeu, pour donner aux femmes les mêmes outils que les hommes. Et je pense que ça, c'est le levier le plus actionnable pour les femmes, c'est de comprendre, chercher à comprendre quelles sont les règles du jeu dans lesquelles je suis en train de jouer. Ensuite, est-ce que j'ai envie de jouer à ces règles du jeu? Si on a envie de jouer à pourquoi on se pose la question? Parce que certaines de ces règles ne sont pas nécessairement en accord avec nos valeurs, en accord avec nos priorités. Si la règle du jeu, c'est le présentéisme, c'est qu'il faut être là jusqu'à 20 heures, eh ben,
il y a beaucoup de femmes qui vont se retirer du jeu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la pénurie de certaines femmes dans des postes de haute responsabilité, où même quand on leur propose des promotions, elles refusent. Elles disent, moi, je ne ferai pas ça à n'importe quel prix. Donc, de ce que je comprends, il y a toujours deux volets. Il y a le volet individuel, donc quels sont les leviers pour les femmes, comprendre les règles du jeu. Comment est-ce qu'elles font pour comprendre ces règles du jeu? Elles se rapprochent de mentors, elles se rapprochent de coachs, elles se rapprochent de sponsors. Oui. 3 notions essentielles. Le mentor, c'est la personne, femme ou homme, qui est un petit peu plus en avant dans sa carrière, qui va pouvoir apporter des conseils pratiques sur l'environnement en question, qui va pouvoir expliquer ses règles. Le coach ou la coach, c'est la personne qui va aider la personne, qui va nous aider à dépasser les blocages mentaux, à comprendre là où ça bloque et à avancer. Et à définir aussi nos objectifs, nos priorités, nos valeurs et voir si le jeu correspond à ce à quoi on a envie de jouer. Et le sponsor, c'est une personne influente qui a notre confiance, qui nous fait confiance et qui va nous avancer comme un pion sur l'échiquier, qui va mettre notre nom sur les petits papiers quand il y a des promotions à faire, qui va nous recommander. Et ces personnes-là, ce sont parfois des mentors, mais pas forcément. Ce sont souvent des anciens managers et des gens qui nous font vraiment confiance et dont notre avancement va les aider eux aussi à avancer plus tard. Je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi le côté, ça je le retrouve beaucoup dans les témoignages, si j'ai tout donné, si j'ai tout fait parfaitement, je serai récompensée. Et en fait, c'est pas du tout, c'est vrai dans l'école, dans le système scolaire, mais c'est plus du tout le cas, en fait, dans le système du travail, dans le monde du travail. Finalement, même parfois, il vaut mieux sortir du cadre et donc vraiment se détacher des règles pour se mettre en avant, avoir de la visibilité, parce que c'est ce que font certains hommes, la majorité des hommes d'ailleurs. Et les femmes, nous, on va avoir du mal à sortir de ça et on va être plutôt, on va se dire, non, on va me rendre ce que j'ai donné finalement. Je trouve que ça, c'est beaucoup ressorti dans les témoignages des femmes que l'on a interviewées et je pense que ça, c'est un élément important, c'est de dire la visibilité de votre travail est tout aussi importante que votre travail. Ouais. Et si vous ne rappelez pas forcément au quotidien, mais de manière fréquente durant l'année, que vous avez pris des dossiers en plus, que vous avez résolu un conflit, que vous avez fait un travail pour aider un collègue, alors tout ça, ça va être entre guillemets quelque chose qui va devenir dû. Et finalement, presque, on tombe dans une sorte de cercle, un cercle vicieux presque, où c'est dû. La femme doit faire tout ce qu'on lui dit et elle va de toute façon tout bien faire. Et elle va prendre des dossiers en plus, elle va dire oui à ça. Et je trouve que ça amène pas forcément à non plus être vraiment respectée dans l'entreprise. Je pense que ce qu'il faut qu'on explique aussi aux femmes et aux jeunes femmes, surtout qui arrivent dans le monde de l'entreprise, c'est que parfois, le respect vient du fait qu'on dit non. Et qu'on dit non, moi je ne peux pas prendre un dossier en plus, c'est pas dans mon scope, ça ne me correspond pas, c'est pas de mon niveau. Il n'y a pas de raison à dire oui avant que la personne ait même fini sa demande, en fait. Ouais, et c'est là que c'est essentiel pour les femmes de savoir. Le but, c'est pas de dire non pour faire la diva. Le but, c'est d'être très clair sur quel est mon scope, quelles sont les choses que je fais, quelles sont mes valeurs aussi. Et est-ce que cette chose qu'on me demande de faire rentre dedans ou pas? Il est 17h30 un vendredi, on me demande de prendre un dossier. Et on n'est pas forcé de dire non. Parce qu'en vrai, on va le voir peut-être tout à l'heure avec les biais, en vrai, qu'un homme dise non ou qu'une femme dise non ne va pas être perçu de la même façon. Mais on peut dire, là, il est 17h, ce sera la première priorité lundi, je comptais faire cette autre chose, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et là, on n'est pas en train de dire non, on est en train de, enfin, en fait, on dit non, mais on donne la balle à l'autre personne ou à notre manager pour la mettre face à ses propres demandes. Donc, il y a toute une façon de faire pour dire non et s'affirmer sans pour autant tomber
dans les biais et être une victime collatérale parce que, encore une fois, aujourd'hui, si les femmes ne disent pas non, c'est pas parce que les femmes elles sont dans l'incapacité mentale de dire non, c'est aussi parce que historiquement, quand les femmes disent non, quand les femmes disent des choses que d'autres hommes font et qui font que ces hommes, on les qualifie de leaders et de personnes qui savent ce qu'elles veulent, la femme, au contraire, on va lui renvoyer une image de « Ah non, mais tu joues pas le jeu, t'es pas dans l'équipe, là, il faut donner un peu du tien, c'est parce que t'es maman que t'es comme ça, etc. etc. » Très clair. Non, mais je pense que c'est un super conseil et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est vraiment aussi être clair et amener l'autre à décider. La priorisation, finalement, c'est clé pour pas se retrouver avec des milliers de choses. Ça reste quand même un sujet aussi super important dans les entreprises, le fait qu'on nous demande toujours plus, toujours plus, toujours plus avec le même temps. Et souvent, tout est prioritaire, il faut le dire. Et donc, arrive un moment où c'est plus possible. Donc, je trouve que ton approche, elle est très bonne. Est-ce que maintenant qu'on a fait ce premier syndrome, qui n'est pas une pathologie, est-ce que maintenant tu pourrais nous parler du syndrome de l'imposteur, dont on entend énormément parler? Et moi, je ne trouve pas qu'on entend beaucoup parler de solutions. Alors, le syndrome de l'imposteur, il a 3 caractéristiques pour tomber dans le syndrome de l'imposteur. C'est l'incapacité à s'attribuer une réussite, l'impression d'être surestimé par les autres et la peur de se faire démasquer. Et ce, malgré tous les signaux qu'on peut nous envoyer, malgré nos succès. Là encore, ce n'est pas du tout une maladie, c'est une expérience. Et il faut savoir aussi que c'est une expérience très partagée globalement. Il y a à peu près 70% de la population, 60 à 70% de la population qui en a déjà fait l'expérience, mais essentiellement des femmes. Il y a à peu près 75% de femmes contre 50% d'hommes. Ok. Et là, il y a à nouveau plusieurs racines. Il y a, de toute façon, dans toutes ces problématiques, il y a toujours une racine ou une manifestation un peu individuelle et une manifestation globale. Les racines, c'est souvent des choses, là encore, qui viennent de notre enfance. D'une part, le perfectionnisme, avoir envie d'avoir tout bon. Et là, ça touche au syndrome de la bonne élève. Donc, souvent, les femmes qui sont touchées par le syndrome de la bonne élève sont aussi touchées par le syndrome de l'imposteur. Et hop, les deux d'un coup. C'est ça. Et d'autre part, il y a un écart entre la perception qu'on a de nous-mêmes et de nos compétences versus la perception qu'en ont les autres. Et on va avoir tendance à se sous-estimer par rapport à la réalité. Mais ça ne naît pas de nulle part, encore une fois. Ça naît, c'est nourri par notre société qui est profondément sexiste. On n'est pas dans une société méritocratique. On est dans une société d'infériorisation des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les mêmes performances, pour les mêmes compétences, on va avoir tendance à sous-évaluer, sous-estimer les femmes comparées aux hommes. Et ça, c'est global. Donc, pour donner un exemple, il y a dans les années 70 des orchestres aux États-Unis qui n'avaient pas de représentantes féminines au sein de l'orchestre, qui n'avaient pas de musiciennes. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, ça prouve bien que les femmes sont moins bonnes musiciennes que les hommes. En fait, pas du tout. Ils se sont mis à faire des auditions à l'aveugle. Et bam, ils ont augmenté de 50% leur nombre de musiciennes. Ok. Donc ça prouve qu'au niveau du jury, il y avait une perception différente des compétences des femmes versus celles des hommes, des performances même des femmes que celles des hommes. Et ce phénomène est global et il est intériorisé chez les femmes. Et ça se mesure dès l'enfance. Dès l'âge de 6 ans, les petites filles pensent déjà qu'elles sont moins fortes et moins intelligentes que les garçons. Ok. Bon. Donc, à partir de là, on évolue, on grandit avec cette idée qu'on n'est pas assez bien. Donc, encore plus par rapport aux garçons. Ok. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur, en fait. C'est le reliquat de tout ça, de cette intériorisation de l'infériorisation féminine dans la société. Si c'est dès l'enfance, dès l'âge de 6 ans, on voit bien que ça va être un effort énorme de finalement s'en détacher. Et est-ce qu'on peut s'en détacher? Je disais ce matin un papier
Michelle Obama qui disait « Moi, je m'en suis jamais séparée ». Alors, moi, je pense qu'il y a une partie du syndrome de l'imposteur qui va rester, et en particulier qui va rester à chaque fois qu'on va sortir de sa zone de confort. Mmh. Et je pense que c'est important d'accepter cette partie-là, de se dire que ça fait partie du jeu et d'apprivoiser son syndrome de l'imposteur. Ok. Après, je pense que pour les personnes que ça handicape, il y a des choses à faire. Il y a, encore une fois, deux manifestations. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle à soi. Et pour moi, le levier le plus important, c'est de surtout pas succomber au syndrome de l'imposteur et se dire ah ben je vais en faire plus. Mmh. Et il va arriver un moment où si j'en fais suffisamment, je vais me sentir légitime. C'est une fuite en avant. C'est complètement illusoire. Et plus on va en faire, plus on va vouloir en faire, et plus ça va devenir l'attente normale des gens à l'extérieur de nous. Ok. Donc, on va rentrer dans une course sans fin. Au lieu de ça, on peut verbaliser. On peut le verbaliser pour soi, c'est-à-dire faire des exercices comme écrire littéralement ce que nos pensées nous disent Ok. pour pouvoir faire le tri entre les éléments factuels, je ne sais pas faire une facture, je n'ai jamais parlé devant 200 personnes, et les éléments émotionnels. Mmh. J'ai la trouille, je sens que je vais me liquéfier, je ne vais jamais y arriver. Et ensuite, une fois qu'on a ces éléments factuels et émotionnels d'autre part, les éléments factuels, on va pouvoir faire des plans d'action concrets. Donc concrètement, comment je peux apprendre à faire une facture, ou comment je peux apprendre à parler devant 200 personnes. Mmh. Et pour les éléments émotionnels, on va pouvoir, et ça c'est ce que je travaille beaucoup avec mes clientes, aller au fond des croyances limitantes. D'où ça vient cette peur de ne pas être à la hauteur? D'où ça vient ce besoin cette peur de se liquéfier, d'être la honte de tout le monde? Et généralement, on peut remonter à des croyances limitantes, des schémas qu'on va pouvoir débloquer, dénouer pour pouvoir passer outre et avancer. Ok. Toi, c'est comme ça que tu le travailles avec tes coachés, je dirais. Tu leur fais écrire et tu leur demandes d'écrire ce qu'elles ressentent. Ouais, soit on le fait ensemble, soit elles le font par écrit. Et après, on va travailler point par point ensemble pour dénouer les croyances limitantes. Parce qu'en général, une fois qu'on a fait la part des choses, la difficulté, c'est pas vraiment sur les points factuels. Bon, ben voilà, je sais pas faire ça, ben je vais travailler, je vais faire une formation, je vais me faire accompagner, je vais demander l'avis de personnes qui en ont déjà fait, etc. Le problème, c'est souvent les croyances qui se cachent derrière. Ok. Et ça, c'est le travail qu'on fait en coaching, que certaines personnes arrivent à faire seules, mais qu'en général, c'est plus facile de faire avec un coach qui nous guide, qui va nous accompagner à aller au fond de la pensée. Et ce que l'on peut recommander à nos adhérentes de l'association 2082, on leur a déjà donné des petits exercices à faire de théâtre pour apprendre à défendre leurs arguments. Mais là, ce qu'on peut leur dire sur ces croyances, c'est peut-être de les écrire et ensuite d'utiliser une amie, un proche ou même un conjoint, enfin toute personne bienveillante autour de soi, et de verbaliser tout ça et de peut-être, ou alors de leur faire lire exactement ce que nous, on a écrit. Parfois, d'entendre ses propres mots par quelqu'un d'autre, ça permet aussi de faire un électrochoc. Ça peut être un exercice à faire pour préparer justement ces négociations salariales. Je pense que ça va aussi avec l'idée que en tant que femme, on a beaucoup de mal à voir sa propre valeur. Ça, c'est un sujet aussi qui revient très souvent, une dévalorisation ou même une incapacité à voir sa valeur. Je pense que l'un des conseils qu'on peut donner à nos coachés adhérentes, c'est aussi, avant les négociations salariales de fin d'année, de demander toutes leurs qualités autour d'elles à tous leurs amis et leur dire, voilà, comment tu me vois, tu penses que dans le travail, je suis reconnue, de ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu retiens, et réussir à prendre un peu à rendre factuel sa vraie valeur avec des personnes externes qui vont nous dire bah non, mais tu bosses comme une dingue, je suis sûre qu'ils sont très contents de toi, même si vos proches ne travaillent pas avec vous. En général, ils savent sentir si dans votre entreprise, vous êtes clé et vous avez un impact énorme. Donc, je pense que ça peut être un petit exercice que l'on donne à nos adhérentes pour préparer les négociations de fin d'année.
Complètement. Et pour ce qui est du syndrome de l'imposteur, ce que je recommande aussi, c'est d'être beaucoup dans la verbalisation avec soi, mais aussi avec son entourage professionnel et en particulier son supérieur hiérarchique, son N+1. Donc, demander très régulièrement, surtout sur les points où on n'est pas sûr, demander où on ressent du doute, demander un feedback régulièrement à son N+1, de dire ça, en fait, je ne me sens pas complètement à l'aise. Quelles sont tes attentes? Donc, bien clarifier quelles sont les attentes. Et après, faire une boucle de contrôle et dire comment est-ce que toi, tu m'as vu sur cette activité-là? Et ça, on va pouvoir le confronter à notre propre perception. Parce que comme on a vu, le syndrome de l'imposteur, c'est un gap entre la façon dont nous, on se perçoit sur certaines compétences et la façon dont le monde nous perçoit. Donc, demander des feedbacks réguliers, ça va nous permettre d'ajuster le curseur et de le rapprocher de la réalité plutôt que vers notre perception erronée. Et toi, tu l'as subi, le syndrome de l'imposteur, dans ta carrière, ou tu penses l'avoir eu à certains moments? J'ai compris qu'on pouvait l'avoir qu'à certains moments et des fois, surtout quand on sort de sa zone de confort. Complètement. Moi, je l'ai subi de plein fouet. Ok, c'est clair. Tu veux que je te raconte ça? Oui, je veux bien. Je trouve que ça permet aussi aux femmes de s'identifier. Je pense que… Ouais, complètement. Alors, donc, moi, mon premier job, c'était en Colombie. Ok. J'étais ce qu'on appelle ingénieur terrain. Donc, mon rôle, c'était de chapeauter des opérations d'installation de puits pétroliers. Donc, j'avais 25 ans. Je gérais des projets de plusieurs centaines de millions d'euros. Et j'avais à ma charge des équipes alors, vraiment directement sous moi, c'était 3 personnes et c'était souvent des opérateurs qui étaient des hommes qui avaient au moins 10 à 15 ans de plus que moi. Et sur la plateforme, il y avait encore une dizaine d'hommes qui avaient pareil 10-15 ans de plus que moi. On était sur des plateformes pétrolières au beau milieu de la… Waouh, c'est un sacré exemple, effectivement. Au beau milieu de la jungle en Colombie. Et tout ça, bien sûr, se faisait en espagnol, qui était ma LV3, pour donner un ordre d'idée. Ah oui, d'accord. Non, mais niveau difficulté, tu t'es pas aidé. Ok, super. Mais tu as foncé, tu as osé foncer. Voilà, c'est ça, sortie d'école. Donc, c'est là qu'on est bien en face de notre syndrome de l'imposteur. Et voilà, moi, au début, je me disais, mais de quel droit quelle légitimité est-ce que j'ai là, en fait? Mais je pense que d'une part, ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend à, à bétonner tout ce qu'on fait, c'est-à-dire à faire des recherches encore plus poussées, à se préparer de façon très poussée pour être à la hauteur des attentes ou au moins rattraper le gap qu'on pense percevoir. Et moi, ça m'a permis aussi de voir, si j'ai fait ça en sortie de carrière, je pense que je peux tout faire. Oui, non, mais dans un sens, waouh, c'est impressionnant comme expérience. Et si tu devais revivre cette expérience et te donner à toi-même des conseils pour mieux le vivre, ou en tout cas au quotidien, passer moins d'énergie face à ce syndrome de l'imposteur, tu ferais quoi? Ah, très bonne question. Si Kautar d'aujourd'hui appelait Kautar de l'époque au téléphone et en Colombie et lui disait voilà, alors maintenant, à partir d'aujourd'hui, mes conseils, c'est ça. Je dirais de se faire confiance, Mmh. d'y aller, que je suis avec elle, déjà, quoi qu'elle fasse. Kautar au carré. C'est ça. Moi, un conseil qu'on m'avait donné, vous avez le poste, vous avez le papier, vous avez le salaire, vous avez le bureau, vous avez l'ordi, vous avez le téléphone ou n'importe quoi, c'est votre place, c'est votre place. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment important de se le rappeler. Et je pense qu'on est toutes confrontées quand même à ça. Et vraiment, le message que je pense qu'il faut qu'on donne, c'est… Moi, j'aime bien aussi me dire, quand on pousse des portes, c'est parce que d'autres ont poussé des portes pour nous. Ça fait aussi un peu partie du message 2082. C'est, on le fait aussi pour que la génération après nous, mais ne serait-ce que 5 ans après nous, va pas du tout avoir les mêmes freins que nous, ni que les femmes dans les années 80 dans l'industrie, par exemple. Donc, en fait, tout effort fait au quotidien. Je dis ça parce que les femmes, souvent, fonctionnent au collectif. Donc, si on leur dit c'est pour le collectif, même moi-même, hein,
je vais plus réussir à prendre les choses et me dire, allez, vas-y. Et donc, je pense que c'est un effort collectif. Allez, on se laisse plus faire, on a notre valeur, ok, on se dit qu'on ne le mérite pas, allez, on va voir si on ne le mérite pas. Et Ouais. je pense que ça peut être une réflexion qui aide à se dépasser et le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je pense que les choses tombent. Mais... C'est un super conseil, et surtout en négociation. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on accepte davantage les négociations des femmes qui sont appuyées sur des arguments collectifs. C'est-à-dire que si une femme négocie son salaire, on va dire, en disant bah, je mérite plus, on va avoir tendance à le lui reprocher, à se dire, elle va perdre des points de sympathie. Si, au contraire, si elle dit je fais ça parce que les femmes à mon poste sont payées X% de moins que leurs homologues hommes, et donc je fais ça pour le collectif des femmes, on a plus de chances d'aboutir au résultat dans la négociation. Non, mais c'est top, c'est top. Non, mais j'y crois. De toute façon, l'association, c'est pour ça. Et je pense que vraiment, c'est un effort collectif. Complètement. Il faut le faire une fois, on va réussir une fois à être à égalité, après on reculera plus jamais. Là, c'est sûr. La deuxième thématique. Ce sera plus facile, ouais. Ouais. La deuxième thématique que je voudrais qu'on aborde, ce sont les biais. Tu viens de le mentionner. Le biais de performance, qu'est-ce qu'on avait noté? Biais de sympathie, biais maternel, biais d'affinité. J'aimerais que tu nous en parles et avec toute ta clarté, je trouve que ça va vraiment nous éclairer parce que c'est un sujet et je suis très contente qu'on ait choisi ce sujet dont on entend très, très peu parler. D'accord. Alors déjà, un biais, c'est quoi? Tout de façon très rapide, c'est quand notre cerveau va faire un raccourci au lieu de faire un raisonnement. On fait ça tout le temps, partout. Le problème, c'est que le raccourci peut être faux et qu'on ne le sait pas. Le deuxième problème, c'est quand ce raccourci est utilisé pour une prise de décision et que ce raccourci était faux. Et donc, ça va avoir un impact sur la décision qu'on a prise. Je vais prendre un exemple. Si je te demande, ou si je demande à n'importe qui de penser à un médecin, il y a plus de chances que la personne pense à un homme qu'à une femme. Ouais. Ça a marché. Ça, c'est un biais. Ouais. Ça, c'est un biais. Tout simplement. Ça dans ma tête. C'est ça. Maintenant, si on utilise ce biais pour prendre une décision, c'est-à-dire que si, par exemple, on reprend l'exemple de l'orchestre, si on a face à nous un homme et une femme qui jouent du violon, objectivement, en fait, ils ont exactement les mêmes compétences, mais que parce qu'on a vu une femme, on se dit non, mais elle va avoir des enfants, elle sera moins souvent là, machin chose, et du coup qu'on prend l'homme, et bien là, le biais a eu un impact sur notre décision et ça a eu un impact négatif sur la femme. En fait, là où c'est plus compliqué, c'est que la personne qui va prendre la décision va souvent avoir un biais inconscient. C'est-à-dire que dans sa tête, cette personne va prendre une décision tout à fait rationnelle et cohérente. Ils vont dire ah non, mais l'homme joue mieux que la femme. Ouais. Mais en fait, dans un coin de sa tête, il y avait cette petite réflexion de je fais plus confiance à un homme parce que je suis un homme. Ok, donc en fait, ce que tu dis en résumé, c'est en toute bonne foi, la personne qui va prendre la décision va se dire non mais attendez, moi ça ne joue absolument pas dans ma décision. Et homme-femme, je m'en fiche, ça n'impacte pas ma décision. Or, en background, un peu, à l'arrière-scène, pour ceux qui font du théâtre, là, il y aura eu des débats sur peut-être que nanana, voilà. Même pas de débat, il y aura eu un raccourci. Ah ouais, ok. Qui fait que la personne a vu cet homme-là dans le poste. Ok. Et ils ont suivi leur intuition, leur gut feeling, ce que tu veux. Mais c'est hyper fort comme idée. Ok. C'est ça. Et c'est ça le pire, c'est qu'en toute bonne foi, la personne croit dur comme fer qu'elle est complètement objective et qu'elle ne fait que des raisonnements logiques et donc qu'il y a une totale méritocratie. Waouh! Attends, laisse-nous prendre un peu d'air, Kauta. Waouh, ok. Donc, et maintenant, quels sont les
biais les plus représentés et comment on s'en prémunit. Parce que là, pour le coup, on ne peut même pas s'en débarrasser. Ce n'est pas chez nous, c'est les gens en face de nous. Ouais. Alors, le biais le plus fort, c'est ce qu'on appelle le biais maternel. C'est supposer que parce qu'une femme est maman, elle va être moins impliquée et moins compétente qu'un homme. Ok. Alors, la conséquence de ce biais-là, c'est que les femmes ont moins d'opportunités, elles ont moins d'opportunités de croissance. Parfois, c'est même sous couvert, ça devient encore plus, Ouais. c'est sous couvert de ah non, mais elle, on ne veut pas la griller, alors on ne va pas lui donner un poste. Par exemple, Elle a ses mettons, enfants. on a un homme, voilà, on a un homme et une femme et on a deux postes de exactement le même niveau, deux postes de direction. Mais il y en a un dans un petit centre, disons, de 50 personnes et une situation assez stable, et l'autre dans un environnement hyper challengeant, plus de monde, plus de responsabilités. On va se dire, on va aider la femme, on va la protéger, et ça part d'une bonne intention, là, c'est encore pire. Ah, c'est du paternalisme quand même. C'est-à-dire, il y a quand même du paternalisme de on va l'aider alors qu'elle n'a rien demandé. Exactement. On va la mettre dans le poste un peu plus stable, un peu plus gentil. On va mettre l'homme dans le poste un peu plus tumultueux, sachant que pour le poste d'après, on va favoriser en toute méritocratie la personne qui aura eu le plus d'expérience et le plus de challenge dans son expérience. Ouais. Waouh. C'est Donc, horrible. c'est ça. La conséquence, c'est que les mamans ont moins d'opportunités de croissance que tous les autres, donc que les femmes qui n'ont pas d'enfants, que les hommes, que les papas. Et on les évalue aussi selon des critères plus élevés que les papas. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va avoir des attentes plus élevées, qu'on va être moins tolérant à leurs erreurs. Dès qu'il va y avoir une petite erreur, on va dire ah mais elle, c'est parce qu'elle est maman, c'est parce que son attention n'est pas ici, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Donc on va être moins tolérant envers les erreurs des femmes. Et il y a un chiffre assez ahurissant. Il y a une étude qui a posé sur un CV, donc deux CV identiques, mais sur un des deux, ils ont rajouté la mention d'implication dans la vie associative d'une école pour signifier que le CV était celui d'une maman. Elle a eu 79% de moins de chances d'être recrutée, de chances en moins d'être recrutée. Et quand ce profil-là a été recruté, en moyenne, on lui proposait un salaire de 11 000 $ de moins. Ok. J'ai pas du tout envie de dire génial là pour le coup. Et je pense que ça recoupe aussi les études qui montrent qu'en fait, l'énorme gap qui existe aussi, c'est d'un côté, hommes avec ou sans enfants, femmes sans enfants, et de l'autre côté, femmes avec enfants. Ouais. Ça, c'est aussi, toutes les études montrent que le plus gros gap vient de là aussi. Enfin, Ouais. en tout cas, ça doit être là le moment où les biais explosent, je pense. C'est là où c'est le plus ancré et où les personnes vont faire le plus de raccourcis et puis vont utiliser la moindre absence, la moindre problématique pour, entre guillemets, justifier leur décision et leur biais. Exactement, pour confirmer leur biais. Oui, parce qu'on confirme nos biais, en fait. Ouais, ça aussi, c'est un biais. En plus, voilà. En plus, dans la journée, on se dit oh là là, oui, effectivement, j'avais pas tort, nanana, elle est partie à 17h. Ouais, non, mais... Exactement. Ça s'appelle le biais de confirmation. Ouais, biais de confirmation. D'autres études montrent que, en plus, le côté mère, on le retrouve beaucoup, je trouve, dans le travail, le côté mère. En tant que manager femme, on s'attend à ce que vraiment on mette nos collaborateurs au top tout le temps. Et si un jour on a un manquement, on est un peu plus dur, machin, les patrons nous regardent un peu comme si on était des monstres. Enfin, je trouve que c'est un sujet super intéressant, comment on voit les femmes au travail, parce que même quand vous n'avez pas d'enfants, comme c'est mon cas, on nous alloue une espèce d'instinct maternel, même pour nos propres équipes, lorsqu'on est manager. Et je pense que ça vient du fait qu'on ne comprend pas le management très collaboratif des femmes. Et ça, je trouve que c'est très prégnant. Et pour moi, ça recoupe le côté aussi un peu paternaliste
voilà, on veut ton bien, on sait ce qui est bien pour toi. Et il y a un autre biais qui va toucher dans ce dont tu parles, c'est le biais de sympathie. Le Voilà, biais de sympathie, c'est quoi? C'est que on s'attend à ce qu'une femme ait un rôle sympa. de care, Ouais, voilà. social. Sur les autres. Tout le monde autour de moi va bien, tout le monde est au top, voilà, ouais. Ouais. Et on s'attend à ce que les hommes aient un comportement de leadership et d'affirmation de soi. Donc, dès qu'une femme va s'affirmer au boulot, elle va sortir de ce moule, de ce schéma, et elle va perdre des points de sympathie. Alors que dès qu'un homme va s'affirmer au boulot, lui, il va gagner des points de sympathie parce qu'il est exactement dans le rôle où on l'attend. Et donc, les gens vont le suivre. Donc, les femmes qui vont être dans le care, dans le je prends soin des autres, de mon équipe, tout ça, elles vont être pile dans le rôle où on les attend. Sauf Mmh. que le jour où il y aura une promotion, elles ne seront pas favorisées parce qu'elles sont trop Elles s'occupent maman, de leur trop équipe. gentilles, trop Ouais. ceci, trop cela. Et les femmes qui sont dans l'affirmation de soi, elles vont perdre en points de sympathie. Et le jour où il y a une promotion, on va leur dire, ou une évaluation, on va leur dire, mais toi, tu es trop agressive, faudrait que tu sois un peu plus, Autoritaire, souvent on dit. voilà, Autoritaire, autoritaire, souvent c'est autoritaire. bossy, agressive, etc., etc. Des adjectifs qu'on n'aurait pas utilisés si ça avait été un homme. Et donc là, ça recoupe un autre conseil qu'une amie m'avait donné un jour qui était: «Quoi que tu fasses, tu auras tort à leurs yeux». Parce que là, tu nous dis scène A, scène B et on voit bien que dans tous les cas, la femme n'est pas favorisée. Donc, pour pas sortir pessimiste, parce que c'est pas du tout notre message, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parce qu'en plus, c'est souvent la tendance des femmes de vouloir que les gens qu'elles managent soient, au top et tirés vers le haut. Donc, en fait, on est dans cette image de care, mais on s'y sent très bien parce que c'est aussi, ça va avec nos valeurs. Enfin, moi, en tant que manager, ça va avec mes valeurs de tirer mes équipes. Exactement. Donc, j'ai pas envie d'en Et ça sortir. marche. Et ça marche, parce que le leadership féminin Donc, a de meilleurs résultats que le leadership masculin. Il y a des études là-dessus aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour à la fois être autoritaire, être identifié comme quelqu'un qui pourrait monter, continuer à s'occuper de ses équipes, mais sans que ça soit vu comme un peu maman poule? Alors, je pense que la clé, c'est le sans que ça soit vu. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de définir son style de leadership, ses Ok, valeurs. Voilà, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Je tiens à ce que mes équipes voilà. aient accès à ceci et à cela. Et on reste aligné avec ça. Mhm. Et après, on travaille sur l'extérieur séparément, mais on ne se laisse pas transformer par les injonctions extérieures, parce qu'un jour, on va nous tirer vers la droite, un coup vers la gauche, et en fait, on va être tiraillé et on perdra son propre centre. Mhm. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de se centrer sur qui on est, comment on veut être la leader qu'on a envie d'être et de l'être, et après, gérer l'extérieur par le biais de lobbying auprès de l'entreprise pour avoir des réseaux féminins au sein de la boîte, pour avoir des formations, des sensibilisations du leadership sur ce que sont les biais. Et justement, les ressources de LinkedIn sont excellentes à ce sujet. Il y a Ok. vraiment des ressources pour sensibiliser les équipes de leadership et aussi les équipes de tous les niveaux à ce que sont les biais inconscients, comment identifier des situations de biais et se rapprocher des RH pour créer des politiques de tolérance zéro à ce genre de comportement pour protéger justement les femmes et les hommes aussi, parce que ça protège tout le monde en fait, pour s'assurer d'un environnement plus sain au travail. Est-ce que tu peux détailler LinkedIn et comme ça, ça recoupe aussi mon dernier point. Alors, ça sera peut-être pas ce que tu vas dire, mais est-ce que tu peux conseiller un livre sur ce sujet ou sur s'il y avait vraiment un livre à lire, ce serait lequel pour toi? Alors, directement, pour moi, c'est LinkedIn. La version française, c'est En avant toute de Sheryl Sandberg. Ouais. Donc, Sheryl Sandberg, qui est toujours, je crois, la COO de Facebook. Avant, elle a travaillé
chez Google et avant chez Yahoo. Donc, Et technique. Une femme dans un profil très technique dans des grandes entreprises américaines. exactement, et dans un profil de CXO, donc plus dans les hautes sphères dirigeantes des grands groupes tech américains, et qui très vite a dû faire face à tous ces biais, à ce monde d'hommes qui n'était absolument pas fait pour elle, en particulier le monde des startups dans la tech. Il y avait encore moins de représentation féminine à l'époque. Et elle a écrit un livre où elle parle de son expérience. Et ce livre a eu énormément de succès, si bien qu'elle a créé une organisation qui s'appelle Lean In, qui est le titre de ce livre en anglais, qui déploie des ressources actionnables à l'échelle des entreprises. Et il y a les ressources pour sensibiliser sur les biais, les inégalités hommes-femmes au sein des entreprises. Et il y a des ressources qui sont les cercles Lean In, qui sont des cercles, ce qu'on appelle formés à la racine. Donc, c'est des femmes n'importe où sur Terre qui vont prendre l'initiative de créer un cercle Lean In, et d'autres femmes vont pouvoir se greffer à ce groupe. Exactement. Et c'est des groupes en non-mixité, d'échange et de partage. Ok. Donc, le livre que tu recommandes, c'est le sien. Oui, le sien, pour les personnes intéressées particulièrement par le syndrome de l'imposteur, il y a un livre qui s'appelle Le syndrome de l'imposture d'Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot. Donc là, c'est très axé. Je l'ai. C'est très axé sur le monde de l'entreprise aussi, donc très bonne recommandation. Et pour les ressources en général, c'est leanin.org, tout ce qui est partagé là-bas. Et je pense que l'un des messages aussi, dans l'ensemble de ton témoignage, on voit aussi le côté se créer un petit groupe d'échange, parce que si on se projette, il y a les grandes entreprises qui ont mis en place des initiatives. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parfois on peut peut-être aussi reprocher que c'est un peu vitrine. Donc on n'est pas toujours sûr que ce soit vraiment exactement ce à quoi on s'attend, mais déjà ça existe. Dans les plus petites entreprises, parce qu'il y a peut-être pas mal de femmes qui nous écoutent qui sont aussi dans des petites entreprises, c'est plus persona intuité, parce que là, on est tout de suite visible, il y a moins de femmes. Si on fait quelque chose, ça va être tout de suite, on va être identifié comme tel. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail de se créer un réseau, de se créer des échanges qui peuvent être. Il va falloir trouver des déjeuners, l'air de rien, des déjeuners pour aller en parler, et puis ou des soirées, il va vraiment falloir créer un petit réseau. Ou en rejoindre un, parce que justement, les cercles Lean In, c'est exactement ça. C'est un réseau féminin. Il y en a par ville, il y en a par type d'industrie, parfois aussi. Donc, si vous n'avez pas accès à un réseau féminin au sein de votre entreprise, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec celui qui est proposé, créez le vôtre ou rejoignez un réseau de femmes autour de vous. C'est même mieux que ce ne soit pas dans l'entreprise, en fait, parfois, quand c'est des plus petites entreprises. Parce que ça permet d'avoir un ailleurs, d'avoir un extérieur, de donner son avis. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment salutaire, parce que c'est un espace totalement libre d'expression et qui peut permettre aussi de prendre du recul. Bon, bah, génial. Et puis, ça peut permettre de réseauter en dehors de son entreprise. Et ça, c'est essentiel aussi, parce qu'on peut vite se retrouver un peu piégé au sein de son entreprise et avoir aucun contact en dehors. Oui, parce que aussi, ce qu'on peut dire, c'est un peu connexe, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour avoir un pouvoir de négociation, je reviens sur mon sujet de la négociation, il faut être très, très conscient de sa valeur et ne pas en douter. Donc, avoir des contacts extérieurs, travailler son réseau, je pense que travailler son réseau, c'est un super conseil pour les femmes. Pourquoi? Parce que, vu tout ce que tu nous as dit, l'environnement n'est pas fait. L'environnement de travail n'a pas forcément été designé pour la femme. Donc, peut-être qu'il va falloir aller regarder plusieurs environnements. Peut-être qu'il va vraiment falloir trouver le bon qui matche avec ce à quoi on est prêt, ce qu'on est prêt à accepter ou non. Et donc, vraiment, travailler son réseau, et de surcroît son réseau féminin, mais ça peut être aussi d'autres réseaux, mais son réseau féminin, ça va permettre d'être
plus sûr de sa valeur, d'avoir la fameuse BATNA, c'est-à-dire mon autre option, ou en tout cas, je sais que j'aurais peut-être d'autres options, où j'ai des idées, voilà. Et donc, intellectuellement, on dédiabolise le côté, j'ai que cette entreprise et je ne peux travailler ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est très important de travailler son réseau en tant que femme parce que ça sera de la confiance supplémentaire, ça sera des moments de bienveillance. Toutes les femmes qui font des soirées un peu de réseau de femmes peuvent vous dire que l'ambiance n'a rien à voir avec l'ambiance quand il y a des hommes dans la salle. C'est une ambiance, mais qui est indescriptible. Il n'y a juste aucun jugement. L'air a l'air différent, quoi. On est là, oh là là, mais l'air a l'air sympa. Donc vraiment, je pense c'est que comme, si je peux me permettre l'analogie, c'est exactement comme aller dans une boîte gay. ah oui, non mais c'est l'ambiance, zéro jugement, c'est bon, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour, pour se prendre des remarques de mecs relous. Moi, j'ai été super impressionnée la première fois et j'ai longtemps été contre les réseaux de femmes parce que j'estimais qu'on allait qu'on n'avait pas besoin de ça, qu'on était la nouvelle génération et qu'on n'allait pas du tout avoir besoin d'aide et qu'on allait s'en sortir toute seule. Et en fait, ce que je trouve super dans ces... Déjà, je suis revenue sur ma conclusion. Et en fait, ce que je trouve sympa dans ces soirées, c'est que personne ne se juge, comme tu dis. Et tu arrives et qu'il n'y a pas de jugement. Et donc, ça montre bien que la vision de la femme n'est pas du tout la même. C'est le collectif, c'est vraiment de la bienveillance. Et donc, un dernier conseil qu'on peut donner, c'est entourez-vous d'une ou deux femmes de confiance, vos amis, et travaillez les exercices qu'on a pu vous donner, ou inventez des exercices, ou trouvez sur LinkedIn des exercices pour les biais, bien les comprendre. Après, remarquez-les dans la journée. Moi, ce que je faisais comme jeu avec une de mes copines quand on travaillait dans une grande boîte du CAC 40, c'est le lundi, on se disait, voilà, tu comptes toutes les fois dans la semaine où tu dis pardon ou quand c'est pas toi qui a tort. Et donc, le lundi, on démarrait, on était à 0 et après, on faisait augmenter le compteur. Et le vendredi, c'était celle qui avait le plus dit pardon, excusez-moi, oh, je suis désolée, alors que ce n'était pas sa faute, qui devait payer à boire à l'autre. Ben, je vous assure que quand on commence à compter le nombre de fois où parce que quelqu'un vous marche sur le pied, vous a pris vos slides à votre place et vous dites ah ben c'est pas grave, pardon, pardon, petit à petit on se rend compte qu'on s'excuse un peu aussi. Et donc vraiment, mon conseil pour les femmes, c'est aussi faites-en un jeu parce que vous êtes dans un environnement, il faut vivre dans cet environnement, il faut avancer. Donc, en faire un jeu avec vos amis, ça peut que vous tirer vers le haut et vous permettre de même prendre du recul et d'en rire parce que vous allez réussir à créer votre voix. Mais effectivement, il y a tous ces biais, il y a ce sexisme qui peuvent vous dégoûter un peu, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut en rire, il faut créer une dynamique nouvelle. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'association 2082 parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire et que toutes les femmes peuvent s'aider sur ce sujet. Kautar, vraiment, déjà, on a beaucoup rigolé avec ton histoire de la Colombie. Et merci pour ce que tu fais pour les femmes, pour tous tes posts, parce que je vais inviter les lectrices et les auditrices de l'association 2082 à venir voir tout ce que tu postes. Je trouve que tes posts, ils sont toujours très pertinents, bien décrits et parfois ils attaquent des petits tabous qu'on ne voit pas et des petites choses parce que dans le milieu du travail, c'est des petites choses qui s'accumulent, qui font un environnement plutôt négatif pour les femmes. Ça, je trouve que tu le décris très bien. Et je te remercie encore et j'appelle toutes les adhérentes de 2082 à te suivre. Et si elles ont envie, on te réintroduira dans la thématique 2082 et on refera une interview sur un sujet qu'elles peuvent choisir parce qu'elles sont aussi créatrices de notre contenu. Merci Kautar. Merci à toi Elie, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec toi et avec tout le monde.